Bonjour à tous, c'est Marie-Cécile du blog Apprendre à jouer du piano. Moi et mon chat Kira, nous allons aujourd'hui vous présenter une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit de ne pas parler piano, mais plutôt de parler de l'activité que je fais maintenant sur Internet. Il y a 4 ans, j'étais professeure de piano dans une école de musique. Et maintenant, j'ai passé complètement mon activité sur Internet. Il s'agit d'un nouveau métier, un métier qui s'appelle web entrepreneur. Donc pour moi, il s'agit de vendre des formations sur l'apprentissage du piano. Moi, mon business, c'est d'aider les gens à pratiquer le piano avec plaisir, à découvrir la liberté face à leur instrument, à découvrir la créativité, à reprendre en main leur progression au piano avec grand plaisir. Donc pour arriver à mettre en place tout cela, ça a été un long cheminement et c'est loin d'être fini, mais des personnes m'ont aidé pour cela. Et parmi ces personnes, il y a Antoine BM qui est donc formateur pour les formateurs sur Internet. J'ai beaucoup appris dans ces formations et j'ai eu là donc la grande joie de pouvoir l'interviewer chez lui. Voici la vidéo de cette interview. Donc, ce que je voulais, c'est te présenter un petit peu quand même. Donc tu bosses, tu vas m'aider à ça parce que donc tu bosses sur le web depuis à peu près 7 ans. C'est ça, 8 ans. Ouais. 8 ans. Et donc tu enseignes, tu fais des formations sur Internet, donc tu vends en vidéo la plupart du temps, parfois en audio, tout ça. Donc tu as une audience qui te suit, tu es sur YouTube, je sais pas si tu as un blog, je le vois pas trop. C'est YouTube et les mails. D'accord, voilà, YouTube et les mails, et donc tu leur vends régulièrement donc, des formations à ces personnes-là pour l'enseigner, le marketing. Alors, je suis spécialisé dans la création de contenu, voilà. Donc peu importe sur YouTube, en audio, sur des podcasts, par email, sur un blog, j'aide les gens à faire des contenus qui sont persuasifs, qui vendent et à transférer leur message à leur audience. D'accord, mais c'est pas forcément des marketeurs, ça peut être... Non, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une optique bien sûr d'en vivre. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la liberté dans la vie. Et vivre de son contenu, c'est un excellent moyen d'avoir une forme de liberté parce que tu bosses à ton compte tout en vivant de ta passion. Donc pour moi, c'est un super boulot, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc moi je te suis depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, bon bref, et c'est vrai que les mails sont extrêmement agréables à lire et tu fais passer le message, je trouve, d'une manière extrêmement intelligente, intéressante, tu arrives à captiver, etc. Donc pour moi, tu réponds complètement à la définition de ce qu'on appelle un bon pédagogue, même si toi tu n'as pas beaucoup eu d'expérience d'après ce que j'ai compris, hein, peut-être je me trompe, mais en présentiel, tu as quand même réussi à te forger une pédagogie, mais sur le web. Donc comme quoi c'est possible. Et donc voilà, c'est ça que je voulais un petit peu creuser avec toi, savoir comment tu t'es formé et la vision que tu as de l'enseignement, même si toi, souvent, tu emploies d'autres mots. Moi, je le comprends souvent sous les mots d'enseignement, quoi. Souvent, tu parles de l'école et tu as eu des difficultés visiblement avec le système scolaire. Est-ce que... c'est quoi tes souvenirs pour toi de l'école? Est-ce que tu avais des difficultés à l'école ou est-ce que... Ouais, alors moi j'aimais pas l'école pour une seule raison, c'est qu'il fallait venir tous les jours, rester toute la journée dans une salle assis à gratter du papier. Et moi ça m'ennuyait beaucoup, mais je suis pas non plus un élève catastrophique si tu veux, mais c'était pas un environnement pour moi. Et puis il y avait vraiment un aspect de conformité, c'est-à-dire qu'on te demandait pas vraiment d'être bon, on te demandait vraiment de te conformer à la consigne. Et j'ai jamais été très bon pour ça. Moi, j'ai toujours aimé faire les trucs de mon coin et tester par moi-même et voir si ça marchait. Le fait d'être jugé systématiquement par un prof, c'était juste une éducation qui n'était pas vraiment adaptée pour moi. Donc, j'ai voulu me fuir le plus vite possible. Et au bout de 3 ans d'école de commerce, je suis parti, j'ai fait mon truc à moi, j'ai lancé ma boîte, quoi. D'accord. Et donc toi, est-ce que tu as plutôt un mauvais souvenir, mais bon, tu as certainement aussi des professeurs que tu as Oui, bien sûr, appréciés aussi. Oui, il y a eu des bons profs, il y a eu des profs pas très bons. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les meilleurs profs, c'est pas les profs qui ont le plus d'expertise. Moi, c'est un des trucs que j'ai appris à l'école, pour le coup, c'est que
J'ai eu des profs qui étaient excellents, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à faire passer le cours, ils arrivaient à te faire comprendre le cours. Et souvent, c'était pas. J'ai eu aussi des profs qui avaient l'agrégation, qui avaient une grosse expertise, qui étaient mieux payés que les autres pour ça, mais qui nous égrattaient du papier pendant 2 heures. En gros, c'était ça le cours. Pour moi, c'est pas grand intérêt. Et j'ai eu des profs qui montaient. Je me souviens d'un prof que j'avais en CM2 qui montait sur la table pour faire Napoléon. Il y avait vraiment un truc, c'est-à-dire qu'il transmettait son savoir avec passion. Et il avait le respect et l'admiration des élèves. Et je pense que les deux sont liés d'ailleurs. Tu vois, il y a des profs qui sont pas impliqués, des profs qui sont impliqués. Et souvent, les profs qui sont impliqués sont meilleurs. C'est pas une surprise. Hein. Bah oui. Et donc moi, ça m'a évidemment, j'ai gardé des trucs de ça. Et aujourd'hui, quand je fais des produits, quand je fais des formations, quand j'enseigne ça aux gens, j'essaie de leur montrer que le plus important, c'est pas leur expertise, c'est pas le niveau d'information qu'ils savent. Surtout à une ère où l'information est devenue une commodité. On a accès à énormément d'informations gratuitement sur Internet. Leur vraie compétence, c'est la façon dont ils transmettent cette information. C'est la façon dont ils arrivent à créer de la magie autour de cette information. Quelque chose de fascinant, quelque chose de captivant. Et ça, ouais, on peut l'apprendre grâce à la vente. Alors c'est amusant parce que souvent les professeurs n'aiment pas trop les vendeurs. Et pourtant, il y a beaucoup de points communs entre les deux. Entre un bon prof et un bon vendeur. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, son rôle, c'est de transmettre une idée, pas forcément un produit, parce que derrière un produit, il y a toujours une grande idée. Il essaie de transmettre cette idée-là de la manière la plus efficace possible, la manière la plus naturelle possible. Et il faut que, en fait, l'élève ou le prospect, dans le cas d'un vendeur, soit captivé par ce qu'ils disent et que l'élève se dise « Ouais, c'est génial, c'est ça que je veux, en fait. » Et je pense qu'un prof, c'est pareil. Si un prof veut faire passer son message, veut faire passer son cours, il faut que l'élève se dise « Waouh, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et maintenant que je vois comme ça me donne envie de m'y intéresser, ça me donne envie d'apprendre. » Tu vois. Et oui, c'est ça. Et c'est vraiment ce qu'on sent effectivement depuis. Enfin, moi en tant que professeur, donc moi j'ai quand même enseigné pendant 23 ans en présentiel, donc uniquement comme ça. J'ai découvert le marketing donc très tard et j'avais même des a priori très négatifs. Et je l'ai découvert il y a 3 ans. Au fur et à mesure que j'ai appris, je me suis dit mais c'est incroyable en fait. Ce que je croyais n'est pas ce qui est réellement dans le marketing et il y a des choses qu'on m'apprend, que je fais naturellement depuis toujours dans mes cours, comme d'un seul coup raconter une histoire pour faire une petite pause, pour détendre l'atmosphère, pour ouvrir une brèche dans le cerveau de l'élève, etc. Et en fait, on retrouve tout ça, sauf que là, c'est expliqué vraiment avec des étapes. Et donc, moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre de ce domaine-là pour devenir encore meilleur enseignant, quoi, parce que je me rends compte que depuis effectivement 3 ans, j'ai augmenté mes capacités justement pédagogiques en m'intéressant justement à la persuasion, à tout ça, au marketing, qui pourrait paraître des choses plutôt négatives ou moralement discutables. Et finalement, voilà, c'est juste un outil et on peut l'utiliser mal ou d'une manière mauvaise ou bonne. En travaillant ça, du coup, on devient meilleur enseignant. Donc ça, c'est vraiment une chose que je suis contente d'avoir découvert grâce à toi. Comment tu fais justement pour avoir toutes ces idées-là que tu peux avoir dans ton contenu quotidien? Parce qu'on sent que tu as beaucoup d'idées qui te viennent un peu de partout. Et voilà, est-ce que tu lis? Est-ce que tu suis tu regardes des documentaires? Enfin, c'est quoi, comment tu t'enrichis toi? Ouais, alors je lis un peu, mais pas tant que ça. Je passe ma journée à lire des bouquins. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Et beaucoup de vidéos didactiques et documentaires, notamment sur YouTube, c'est des choses qui m'intéressent pas mal. J'essaye aussi quand je discute avec les gens, j'essaye de noter des choses dans ma tête qui vont m'être utiles ensuite dans les contenus. Le fait, on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais le fait de rencontrer des clients, ou le fait de rencontrer des élèves, ou le fait de discuter avec eux, j'ai un groupe Facebook aussi où les gens s'expriment. Je vais aller piocher là-dessus les sujets qui reviennent souvent, les idées que les gens ont dans la tête, les questions que les gens se posent tout le temps, les difficultés auxquelles les gens sont souvent confrontés, et je vais essayer ensuite de les remettre dans mes contenus. Et ensuite, je m'inspire aussi énormément, enfin tu vois souvent dans mes contenus sont vraiment calqués sur ma vie, c'est-à-dire que mes contenus sont très centrés sur moi-même, et je pourrais pas faire des contenus didactiques neutres, je pourrais pas écrire un bouquin neutre, tu vois, sans mettre ma personnalité dedans. C'est des choses qui sont très personnelles, un peu comme un artiste qui fait de la musique, souvent quand il va faire une chanson d'amour, ça va faire écho à une histoire qu'il a vécue lui-même. Moi c'est pareil dans mes mails, c'est-à-dire que
les histoires que je vais raconter, les idées que je vais essayer de faire passer, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées d'une façon ou d'une autre, des sensations souvent que j'ai, je sais pas, j'ai essayé un truc puis ça m'a énervé ou ça m'a frustré et je vais utiliser ça dans mes mails en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont personnelles et il y a beaucoup de choses que je vois chez les gens qui me suivent et que je vais réutiliser. Et c'est pour ça que j'ai pas une très grosse audience, mais les gens qui me suivent ont parfois le sentiment vraiment que je m'adresse à eux dans les mails personnellement parce que je les connais assez bien, je connais mon audience et j'essaie de faire du contenu pour eux quoi. D'accord, ouais. Donc en fait, il y a une partie où tu es finalement très empathique, c'est-à-dire que tu vas aller vraiment chercher les personnes là où elles en sont et tu essaies de comprendre quelles sont leurs difficultés. Et il y a une autre partie où tu te formes toi de ton côté. Oui. Et d'ailleurs, tu en parles souvent dans ton contenu de l'importance de prendre du temps pour soi, pour se former et pour pas avoir la tête dans le guidon. Et ça, c'est une chose à laquelle je suis vraiment très attachée personnellement aussi. Pour moi, un prof ou un formateur ne peut pas faire que enseigner. Ne peut pas être tout le temps la tête dans le guidon à faire son job. Voilà. S'il fait que ça, il y a un moment où il va se tarir complètement. Enfin, tu fais le parallèle avec l'artiste, mais finalement, effectivement, c'est la même chose. Un artiste qui est tout le temps en train de jouer, ou tout le temps en train de créer, mais qui n'a pas des moments de pause, il se flétrit, quoi. Comment tu articules d'ailleurs dans tes journées, toi, les temps où finalement tu donnes et les temps où tu reçois, les temps où tu te formes? Parce que recevoir en tant que prof, c'est peut-être se former, c'est ça. Donc, est-ce que dans ton quotidien, tu pourrais dire c'est 50-50? Est-ce que c'est, tu vois, c'est quoi la proportion? Non, c'est pas 50-50, mais j'essaye de créer un contenu par jour. Moi, c'est comme ça que toutes mes journées sont calibrées depuis 4 ans. Un contenu par jour. Donc aujourd'hui, c'est les mails. Donc tous les matins, je vais au café d'en bas. La première chose que je fais généralement en démarrant ma journée, c'est d'écrire un mail. Donc j'essaie de remettre dans la tête un peu tout ce que j'avais hier et tout. Je regarde mes notes, mes machins, tout ce que j'ai noté pour essayer de construire quelque chose. Et ensuite, le reste de la journée, la consultation de contenu, c'est plus un loisir qu'autre chose, c'est pour passer le temps. On a tous des temps morts dans la journée, je sais pas, des moments où tu es en train de manger tout seul dans la cuisine, hop, je mets une vidéo, un truc qui m'intéresse. Et je regarde un truc qui m'intéresse, si tu veux, c'est pas du boulot. Je me dis pas, allez, il faut que je me forme. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai envie, il y a une nouvelle vidéo YouTube sur un sujet qui m'intéresse, j'ai envie de la regarder, tu vois. Ou il y a un mec qui a sorti une formation sur un truc dont j'ai besoin, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Donc moi, je me force pas, c'est vraiment... En fait, tu suis tes intérêts du moment. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait du contenu. Le bon contenu, c'est le contenu que les gens ont envie de regarder. C'est pas le contenu que les gens regardent parce qu'ils sont obligés. Pour revenir sur les profs, pour moi, la difficulté qu'ont beaucoup de profs, j'ai le sentiment, après c'est un métier qui est extrêmement difficile, pour lequel j'ai beaucoup de respect, surtout les profs de collège, de lycée, etc. Mais j'ai l'impression que la principale difficulté, c'est que les profs sont souvent dans la résistance par rapport à l'élève. C'est-à-dire que les élèves, ils ont des tendances naturelles. Ils vont aimer, je sais pas, ils vont avoir envie de passer du temps sur leur smartphone, ils vont aimer avoir les trucs en musique, ils vont aimer, j'en sais rien, qu'on leur raconte des histoires. Et souvent, le prof va considérer que parce que l'élève aime ça, c'est forcément mauvais, c'est du divertissement, c'est pas bon, tu vois. Et donc, il va essayer de faire l'inverse dans son cours. C'est-à-dire qu'il va dire, toute forme de divertissement, faut que ce soit interdit, machin. Enfin, moi, je me souviens, je sais pas, par exemple, quand on amenait la télé, la fameuse télé qu'on entrait dans la classe, tout le monde était trop content, cool, on va regarder la télé, tu vois. Et pourtant, on le faisait extrêmement rarement parce que les profs considéraient que c'était une télé, c'était pas bien. Et pourtant, on était beaucoup plus attentifs quand même une télé parce que pour nous, regarder la télé, même s'ils nous mettaient un documentaire sur un truc du cours, tu vois. Et donc, il y a vraiment des manières, je pense, de présenter l'information. Et c'est vraiment ça qu'on apprend dans la vente ou dans le copywriting, qui est l'art d'écrire pour vendre. Cette manière-là, c'est justement de jamais faire du forcing, de jamais aller contre les gens. Faut faire comme s'ils n'étaient pas là, de monter dessus. Tu vois, l'idée, c'est de jamais faire de la résistance, de jamais aller contre les forces naturelles des gens, mais au contraire de les accompagner. Donc, si les gens sont intéressés par ce sujet, occupe-toi de ce sujet. Et d'ailleurs, tu peux faire des ponts avec ton cours. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, je sais pas, tu parles, je pense à Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania, qui parle de marketing de manière très efficace. La moitié des gens qui le suivent, c'est des jeunes comme toi et moi, c'est des jeunes plus comme moi, je dirais. Tu vois, des mecs qui sortent de l'école ou qui sont encore au lycée pour beaucoup. Et en fait, ils sont passionnés par des cours de marketing. Et je suis sûr que beaucoup sont en école de commerce et écoutent pas un mot de leur cours de marketing. Pourquoi? Parce que le mec va te faire des parallèles avec des films, il va te faire une analyse du loup de Wall Street, il va te faire des analyses de youtubeurs qui sont connus. Et en fait, au lieu d'aller contre et de faire la résistance et de s'obliger à faire un cours chiant parce que c'est l'élève, il aime pas ça donc c'est forcément bien pour lui, au lieu de se forcer à faire ça, c'est comme essayer de faire bouffer des épinards. Tu peux rendre le truc bon en fait. Il va partir d'un truc qui plaît à l'élève, qui plaît aux jeunes, et il va faire le pont avec sa thématique, tu vois. Et c'est ça en fait tout l'art, tout le boulot de la vente, mais aussi du pédagogue. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire peut-être davantage plutôt que d'essayer de se dire parce que c'est du divertissement,
c'est forcément nocif pour les gens. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui. Je pense qu'il faut pas aller contre ses forces naturelles. Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le divertissement et puis les nouvelles technologies aussi qui sont très mal vues. Oui. Donc évidemment, dès qu'on se divertit, je veux dire, quelqu'un qui prend un bouquin, enfin j'ai un prof qui voit un enfant qui prend un roman, en général on lui dit trop rien. Par contre, il prend sa DS ou il va jouer à un jeu vidéo, tout ça, et voilà. Donc il y a ça aussi. Et puis parfois aussi, je pense que les profs sont pressurisés par, voilà, ils sont occupés par le fait de suivre un programme, etc. Bien sûr. Et ils veulent absolument le suivre. Et ils ont peur, je pense qu'il y a une peur de pas arriver à rentrer dans les clous, etc. Et donc, ils ne veulent pas perdre de temps ou des choses comme ça. Et moi, je me rends compte qu'en cours, en fait, parfois, prendre 10 minutes pour parler justement d'un sujet qui tient à cœur à l'élève, en fait, ça ouvre une brèche. Quelque part, c'est un peu de la manipulation, mais de la manipulation qui nous intéresse, puisque ça va nous aider après à revenir, quoi. De toute façon, c'est pareil dans l'éducation avec les enfants. Je veux dire, l'enfant veut absolument attraper ce verre là. Bon, plutôt que tout le temps lui dire non, on va essayer de trouver un moyen pour que ce désir-là soit assouvi d'une autre manière, mais en tout cas que ce soit pas ça. Enfin, on va pas aller de manière frontale. Ouais. Et ça, c'est un petit peu ce que je regrette souvent dans les enseignements de ce que j'ai vu, en tout cas moi, c'est que souvent c'est frontal et on considère que voilà, c'est en cravachant que ça va le faire. Et c'est dommage parce qu'en fait, effectivement, en allant chercher, toujours pareil, c'est une question d'empathie. Tu vas chercher la personne là où elle est, ce qu'elle s'intéresse, donc tu vas vers elle. Donc après elle va aller vers toi. C'est une question de relation finalement. Ouais. La force, en plus, ça peut te... Enfin, moi, je sais que j'ai été dégoûté de certaines matières et de certaines activités qui auraient pu m'intéresser à cause des cours, en fait, parce que j'ai des mauvais souvenirs qui sont associés à ça. Oui. Enfin, par exemple, aujourd'hui, je fais un déconnectage de cerveau complet dès qu'il y a des maths qui sont un peu... Oui, souvent t'en parles, oui. Je sais pas, tu vois, je sais pas, peut-être que je pourrais être intéressé par ça si on me l'avait bien expliqué, mais j'ai eu vraiment des profs de maths, enfin, certaines étaient vraiment très mauvaises. Et enfin, moi je considère en tout cas, elles m'ont jamais, enfin, j'ai toujours galéré. Et je sais pas, le jour où je faisais un escape game avec des amis, tu vois, il y a un moment, il faut faire une suite de chiffres. Moi, mon cerveau s'est débranché instantanément, tu vois. Et il essaye même plus, en fait. C'est-à-dire qu'il a été conditionné à se dire, t'es nul en maths, n'essaye même pas. Et c'est le cas pour pas mal de choses. Je sais pas, c'est comme la littérature. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, je pourrais être intéressé par lire des classiques. Il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Mais j'ai pas encore atteint le stade de ma vie où j'ai pas encore réparé, si tu veux, du traumatisme de quand j'étais jeune, où on te forçait à lire des classiques, puis t'avais une fiche de lecture à faire pour le lendemain, donc tu bosses jusqu'à 4 heures du mat à lire les profils du 9 pour essayer de te rattraper. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est traumatisant, en fait, et au bout d'un moment, ça te dégoûte d'un truc qui pourrait te plaire naturellement. Et moi, c'est ça que je reproche à l'éducation, c'est que en voulant y aller par la force, en voulant bourriner et faire rentrer des trucs de force dans la tête des enfants, pour beaucoup d'enfants, je pense, ça les dégoûte du machin. Et donc forcément, après, ils vont... Moi, aujourd'hui, je peux pas lire sur un livre papier, mais je lis facilement sur un iPad, par exemple. C'est absurde, complètement absurde. Simplement, un livre papier, pour moi, c'est trop scolaire. Et tout ce qui me rappelle l'école, je fais un rejet, quoi. C'est dommage, hein, parce que pourtant, il y a plein de trucs intéressants dans les bouquins. Mais on le sent d'ailleurs quand dans ton contenu, on le sent très bien qu'il y a un traumatisme derrière. Et par contre, quand on voit ce que tu produis, on se dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est incroyable que quelqu'un comme toi n'ait pas pu profiter finalement de structures comme ça où certainement il y avait des gens très intéressants, mais parce que la structure avait des difficultés à se faire passer le message, tu n'as pas pu en profiter parce que forcément, tu as des capacités qui sont super, donc je vois pas pourquoi ça marchait pas, quoi. Tu vois, après, ça, ce qui est bien, on est obsédé par l'école, mais moi j'ai trouvé ça bien jusqu'au primaire. Jusqu'en CM2, j'ai trouvé ça bien, moi, l'école. J'ai bien aimé, j'avais des bonnes notes. C'est à partir du collège que j'ai commencé à détester ça. Mais après, on est obsédé par l'école. Il y a tellement de manières aujourd'hui de continuer à apprendre toute sa vie. L'école, c'est jusqu'à 20 ans. Ensuite, enfin, tu vois, on meurt pas à 20 ans, quoi. Il y a tellement de manières de continuer à apprendre, continuer à s'intéresser à de nouveaux sujets. Tellement de bouquins qui ont été écrits sur tout. Aujourd'hui, tellement de manières différentes d'apprendre, tellement de supports différents, les vidéos YouTube, les documentaires sur Netflix, n'importe quoi, qui prennent en compte cette fois-ci le divertissement et la capacité d'attention qui est limitée. Faut pas désespérer, c'est pas grave. C'est pas parce que même moi, tu vois, il y a des gens qui sont des vrais échecs scolaires, et je pense que il faut pas désespérer parce qu'à 20 ans, tu as encore une grosse partie de ta vie devant toi et tu as énormément d'exemples, notamment chez les entrepreneurs d'ailleurs, de gens qui étaient des vrais échecs scolaires
et qui ont eu un succès phénoménal. Tu vois, tu prends Xavier Niel en France, bon, on prend toujours lui, mais il y en a plein en vrai aux États-Unis, c'est pareil. Des mecs qui ont eu des succès incroyables, qui n'étaient pas bons à l'école. Donc aujourd'hui, c'est plus dramatique. Faut pas dramatiser De toute façon, les mauvaises notes, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et surtout, faut pas juger un enfant que à ça, quoi. Oui, c'est sûr. En Je musique, on a exactement la même chose. Hein. Il y a quand même pas mal de musiciens qui cartonnent et puis qui ont eu des difficultés dans les conservatoires. Ou, voilà. Ça mesure pas l'intelligence, si tu veux. Ça mesure ta capacité à fitter avec un système qui est très précis, avec des règles très précises. Et si tu rentres pas dans ce système, alors ça veut dire certaines choses. Il y a des choses que tu pourras pas faire probablement dans ta vie. Ça ouvre aussi d'autres portes. Moi, je connais peu d'entrepreneurs qui étaient les premiers de la classe, par exemple, tu vois. Parce que être premier de la classe, ça demande à accepter les règles, à ne surtout pas les remettre en cause, à se conformer. Ça demande pas mal de choses qui sont pas des qualités d'entrepreneur, par exemple. Bah oui. Donc, ça veut juste dire que ce système-là, il n'est pas pour toi. Ok, on met de ça de côté. Mais ça t'ouvre aussi les portes de plein d'autres systèmes qui sont super excitants, je trouve. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et alors justement, là, je rebondis sur un moment, tu as évoqué le mot discipline. Mais on a l'impression justement que toi, quand on te suit de l'extérieur, que tu es quand même quelqu'un d'extrêmement discipliné, que tu t'es fixé, quand tu te fixes un truc, tu y vas, etc. Je sais pas, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de discipliné ou... Non. Moi, je suis très peu discipliné en vrai et j'ai peu d'autodiscipline, Enfin, moi, je fonctionne à l'enthousiasme, si tu veux. Je fonctionne à la carotte plus qu'au fouet. Et j'ai besoin d'être enthousiaste dans ce que je fais. Et mais donc, tu vois, si tu me demanderais de faire un truc qui me plaît pas, par exemple, j'arriverais pas à le faire, ou ça mettrait des mois, je vais peut-être sortir au dernier moment. Mais si c'est un truc que j'aime faire, oui, c'est plus facile. Tu vois. mais c'est ça, voilà. Oui. Donc j'essaie de faire en sorte. Par contre, pour les choses que excuse-moi, je te coupe, mais oui, vas-y, enfin, tu vois, envoyer un mail tous les jours, il y a des gens, mais ils trouvent ça. Ah, mais il faut pas le faire si tu trouves ça. Mais, il faut parce aimer que ça vient de ton. Bah moi, ça me fait kiffer. Je me lève le matin, je vais au café, je me défoule, je dis tout ce que j'ai sur le cœur à des gens qui ont envie de m'écouter. Moi, je suis content, tu vois. Moi, ça fait chier tout le monde, mais quand je parle de mes trucs à ma famille et tout, ah, ça y est, il est reparti. Il y a 2000 personnes qui sont contents de m'entendre parler. Attends, c'est inespéré, tu vois. Je peux raconter ma vie à des gens qui sont contents de l'entendre. Pour moi, c'est un immense plaisir. Oui. Évidemment, je le ferais pas si c'était pas un plaisir. D'ailleurs, il y a plein de trucs que des concurrents ou des collègues font dans ce milieu-là, dans le milieu du marketing, de la vente, etc., ou de la création de contenu, que moi, je ne fais pas parce que j'aime pas ça, tu vois. Genre la pub Facebook, ils font tous, moi j'en fais pas parce que j'aime pas ça m'intéresse pas. Les tunnels de vente, ils en font tous, moi j'en fais pas parce que ça m'intéresse pas. Il y a énormément de choses que je fais pas, mais du coup, ça me permet de devenir bon dans ce que j'aime, tu vois, dans ce que je sais faire, dans ce que j'aime et dans ce dans quoi j'ai pas besoin de discipline. Donc moi, je fonctionne pas à la discipline parce que j'en ai peu, mais je fonctionne à l'enthousiasme et au plaisir et à l'amour, tu vois. Si j'aime quelque chose, je vais le faire facilement, naturellement. Je pense comme tout le monde d'ailleurs. Oui, mais tu te fixes quand même des règles. Alors, peut-être que le mot discipline est mal choisi, mais tu vois, tu t'essayes quand même. Il y a un cadre. Ouais, tu te mais mets un dans cadre, ce cadre-là, il y a beaucoup de liberté. Oui, Par exemple, voilà. le cadre en ce moment, c'est d'écrire un email par jour, de sortir une formation toutes les 2 semaines. C'est pas un cadre extrêmement rigide. T'as le temps, c'est mon boulot, j'ai que ça à faire. Tu vois. Oui. Et dans ce cadre-là, j'ai beaucoup de liberté. C'est-à-dire que demain, le mail de demain, il peut parler de n'importe quoi. Dans ma liste d'emails que je vais bientôt écrire, il y en a un qui s'appelle la marque de mes slips. Mais sérieusement, parce que je pense que ça peut intéresser des gens. C'est une marque qui est vachement bien. Et entre parenthèses, et autres infos sur moi, et donc partager des petits tips, des petits machins. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où j'écris vraiment sur les trucs qui me font kiffer, tu vois, même si ça n'a rien à voir avec mathématiques. Le mail d'hier, c'était comment survivre à l'hiver, tu vois. Ça n'a rien à voir avec mathématiques, mais c'est pas grave, parce que les créateurs de contenu, bah, ils sont comme tout le monde, ils passent l'hiver c'est dur, il n'y a pas de lumière, t'es déprimé, il faut de l'énergie, donc c'est des trucs qui intéressent mon audience. En fait, ce qui t'intéresse toi, souvent intéresse ton audience quand t'as une audience qui te ressemble. Donc dans ce cadre-là, qui en effet est soumis à des règles, il y a énormément de liberté. Pareil pour les formations. Je peux faire la formation, je sais pas quelle va être ma prochaine formation, ça peut être sur n'importe quel sujet. Si en ce moment je lubie sur un sujet et que ça m'intéresse à mort, bah, pourquoi pas faire une formation là-dessus, parce que ça va probablement intéresser les gens qui me suivent. Tu vois. L'avantage d'avoir une audience qui te ressemble et de chercher à avoir une audience qui te ressemble, c'est que tu parles que de ce qui t'intéresse après. Et ça c'est génial. T'es pas en train de te dire il faut que je parle de ce sujet, j'ai pas envie, ça me gonfle. Non. Et là, du coup, on voit quelque part, on voit l'inconvénient, enfin les difficultés de l'école, c'est que l'école, c'est des gens qui sont rassemblés là, pas parce que les profs les intéressent, il n'y a pas de choix, quoi. Ouais. Et moi, c'est vrai que là, du coup, ça me fait rebondir sur une chose dont je voulais parler plus tard, mais moi, ce que je trouve génial sur le web, les nouvelles technologies, c'est que ça permet à chacun de choisir. Choisir son prof. Et du coup, aussi, celui qui cartonne, c'est celui qui est bon. Parce que tout le monde est libre de le prendre ou de le laisser.
Donc, je trouve ça, enfin moi, je trouve que c'est une super perspective sur le futur Ouais, je suis bien d'accord. de pouvoir, enfin, de se dire que finalement, maintenant, les bons profs vont avoir vraiment leur mot à dire. C'est pour ça que j'encourage vraiment Et surtout, les il n'y a bons pas profs besoin de gagner quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire que tu as juste à te servir. C'est-à-dire que sur Internet, c'est la plus pure des méritocraties. Et c'est pour ça que tout le monde déteste Internet. Enfin, tout le monde critique Internet en disant ça va trop loin, il faut censurer tel truc, il faut interdire tel truc. Parce que les gens ne supportent pas, en fait, cette espèce de méritocratie géante qui est que celui qui a le discours le plus séduisant et qui va le plus toucher les gens va gagner, en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est que oui, tu as des mecs sur Internet qui parlent d'un sujet dont ils ne sont pas experts, qui disent parfois des conneries, mais qui gagnent par rapport aux experts, qui font beaucoup plus d'audience parce qu'ils arrivent à intéresser les gens, parce qu'ils en parlent bien. Et la question à se poser, c'est pas comment est-ce qu'on peut censurer ces types-là, c'est pourquoi est-ce que ces types-là réussissent et comment est-ce que les gens qui ont une expertise et qui ont la vérité, entre guillemets, peuvent reprendre ces trucs-là et gagner, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est un combat de persuasion, Internet. YouTube, c'est un combat de persuasion à l'échelle mondiale. C'est fascinant à regarder. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui racontent n'importe quoi, mais ils le racontent tellement bien que tout le monde les croit, en fait. Ils ont une audience énorme. Et ils changent le monde, ils font élire des présidents, tu vois. Et la question à se poser, c'est pas comment est-ce qu'on interdit ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui pensent avoir raison soient plus convaincants et donc que leur message gagne. C'est pour ça que la persuasion, c'est vraiment le combat du siècle. Je pense qu'il faut travailler, enfin c'est là-dessus qu'il faut travailler si tu veux réussir, si tu veux devenir politicien, si tu veux changer le monde. La persuasion, c'est le combat du siècle, puisqu'on est dans une société aujourd'hui où l'information n'est pas bridée, où l'information est libre. Et dans une société où l'information est libre, le pouvoir, c'est la persuasion. Soit tu es le président chinois, le président de la Corée du Nord, et le pouvoir, c'est de la menace, soit tu es dans une société où l'information est libre, et le pouvoir, c'est la persuasion. C'est pour ça que c'est si important d'apprendre la persuasion, peu importe le boulot que tu fais, en fait. Oui, c'est ça. Et je pense que ça va être vraiment le travail de cette génération. Parce qu'effectivement, bon, on voit de tout sur YouTube, on voit vraiment des choses inintéressantes, etc. Mais on peut aussi tomber sur des choses très chouettes. D'ailleurs, comment tu choisis, toi, ton contenu comment tu te nourris quand même, pour pas quand même passer peut-être des heures sur des, je sais pas, des vidéos de chats ou... C'est YouTube qui me nourrit, c'est l'algorithme qui choisit, c'est pas Ouais, moi. Je suis comme tout le monde, je suis soumis au truc. Parfois, ils me montrent que de la Tu vas merde. Et chercher, je me dis, mais ouais. je pensais qu'ils me connaissaient bien, je pensais qu'ils étaient bons chez YouTube, tu vois. Mais généralement, ils sont plutôt bons quand Donc, même. des fois, généralement, ouais. Mais en fait, je me rends compte, parce qu'avant, j'essayais de le faire moins, si tu veux, puis je me rends compte que je passe beaucoup de temps dans ma journée devant des vidéos YouTube. Et en fait, j'ai réalisé que petit à petit, je regarde quand même des vidéos qui sont pas débiles, et que quand même, ça m'aide pour mon boulot, et ça m'aide... Enfin, je pense que c'est comme tout, tu vois, les psys, par exemple, ils ont un psy référent, les psys en activité. C'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes aller chez le psy, et je pense que c'est comme tout. T'es prof, tu dois avoir des profs. T'es pédagogue, tu dois avoir des pédagogues. T'es formateur, tu dois te faire former. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, si tu as un output, il faut avoir un input. Enfin, il faut avoir quelque chose qui rentre si tu veux donner, en fait. Et donc, je pense que je suis pas le seul. À mon avis, tous les créateurs de contenu ou tous les gens qui aiment créer du contenu sont des gens qui, de base, consomment beaucoup de contenu. De la même manière que la plupart, l'immense majorité des écrivains sont des gens qui lisent beaucoup. C'est la même chose, en fait. Tu produis, pareil, tu fais de la musique, tu écoutes de la musique. Je veux dire, il y a personne qui fait de la musique et qui écoute jamais de musique. Ça n'existe pas. Donc, ça arrive, mais... ça arrive, c'est rare. C'est quand même rare, tu vois, je pense. Ça donne pas des super résultats. Mais malheureusement, des fois, ça arrive. Est-ce que tu voyages aussi Ouais, physiquement? Oui. Oui, je voyage beaucoup. Ouais. Oui. J'adore le voyage. J'ai énormément voyagé pendant mes 3 premières années de liberté. Et maintenant, je suis un petit peu habitué, donc je voyage un petit peu moins. Mais ouais, les voyages, pour moi, c'est l'expression... Alors, moi, j'ai une façon de voyager, alors qui plaira pas du tout à tout le monde, mais moi, j'aime beaucoup voyager seul, dans des pays qui sont très lointains, et avec un sac qui est extrêmement léger. Vraiment, le sac, genre 3 kilos, tu vois, avec juste un change de vêtements, et je fais ma lessive tous les soirs dans le lavabo. Et la raison pour laquelle j'aime voyager comme ça, qui conviendrait pas du tout à tout le monde, j'en ai parfaitement conscience, moi, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je trouve qu'en termes de sentiment de liberté, il n'y a rien de tel. C'est de la, tu vois, c'est de la cocaïne pour les addicts à la liberté. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu t'es là, tu te balades, t'as rien, t'as aucune responsabilité, tu commandes ta chambre d'hôtel sur ton téléphone le jour même, enfin, tu t'occupes de rien, personne t'embête parce que t'es loin. L'avantage d'être loin, c'est que personne t'appelle, personne t'embête. Les gens pensent que parce que t'es loin, ça marche pas. Et alors que t'as beaucoup de temps libre en fait, et ça c'est génial. Moi j'adore, tu vois. Et donc j'essaie de me faire des. Après, au bout d'un moment, t'en as marre, tu rentres chez toi et tout. Mais j'aime vraiment me faire compartimenter c'est un mois comme ça où je pars tout seul comme ça. Ça c'est génial. Oui. Est-ce que tu as le sentiment que ça te nourrit justement pour ton contenu après?
Oui, bien, bah moi tout me nourrit. Enfin moi j'essaye vraiment de prendre toutes les situations qui m'arrivent et toutes les conversations que j'ai avec les gens ou presque. J'essaye de m'imprégner. Il y a des trucs qui ressortent, c'est naturel. Je prends pas de notes, mais là la conversation qu'on a en ce moment, tu vas lire l'email d'après-demain, probablement qu'il y aura des bribes, des trucs qui vont ressortir. Et donc c'est un truc qui se fait avec le temps, c'est que au bout d'un moment quand tu crées beaucoup de contenu, t'as plus d'idées, et donc les idées en fait te viennent de ta vie, des conversations que t'as avec les gens, des choses qui t'arrivent, des problèmes que t'as, des frustrations que t'as, des colères aussi que tu as. Moi il y a beaucoup de contenus qui sont faits sous la colère, sous l'agacement, et donc oui, bien sûr, je me nourris de tout ce qui m'arrive, tout ce que je vois. Ouais. D'où l'importance aussi d'être authentique et de pas se cacher derrière un savoir aussi. Parce que... Ouais, moi je suis pas trop contenu didactique. Tu sais, il y a des gens, ils veulent à tout prix. Le maths, en fait, leur thématique, t'as l'impression, c'est la Bible. T'as l'impression que les mecs, ils étudient la Bible et qu'il faut surtout pas qu'ils disent de conneries, sinon on va se faire punir par la colère divine, tu vois. Et en fait, t'as l'impression, il y a les textes sacrés, et dès qu'il y en a un qui dit les trucs un petit peu différemment, ça va pas, quoi. Faut le taper dessus. Moi, j'adore les vulgarisateurs, j'adore les mecs qui sortent de nulle part et qui te prennent une thématique qui est vraiment la thématique qui appartient aux experts, tu vois, où ils s'agrippent tous dessus et qui te tartinent des pages de, voilà, ils te réinventent toute la thématique, tu vois. Il te fait des analogies, des métaphores avec des trucs simples que tout le monde comprend, avec des histoires de casseroles et de bagnoles, tu vois. Il te sort le truc, il casse les codes. Moi, j'adore ces gens-là. Ces gens-là sont détestés par les experts parce qu'ils rendent l'expertise accessible à beaucoup plus de gens. Et ils sont populaires souvent d'ailleurs. Mais moi j'adore ces types-là et j'ai envie de faire partie de ces types-là. Moi je vois dans ma thématique, il y a comme toutes les thématiques, plus elle est âgée, plus il y a un petit groupe d'experts qui essaient de se l'approprier, de mettre des termes compliqués sur tous les trucs simples. Et moi ce que j'adore faire c'est casser le truc en disant non mais il y a rien de compliqué en vrai. Enfin n'importe qui peut le faire, il suffit de faire ça. Enfin ce que le mec essaie de t'inventer en mode tunnel de vente en 17 étapes avec des upsells, des cross-sells, des downsells, en fait ça s'appelle la vente, ça existe depuis 10 000 ans et tu peux le faire maintenant. Enfin tu vois il y a rien de compliqué. Et j'adore les gens qui font ça et j'essaye moi de faire ça à mon niveau, c'est-à-dire d'être le gars qui est pas du tout aimé des experts mais qui est beaucoup aimé des débutants parce qu'il arrive à bien expliquer les choses, tu vois. Oui, de manière simple. De manière simple, bien sûr. Ouais. C'est donner du pouvoir aux gens en fait. C'est prendre des gens qui n'osent pas souvent se lancer dans une thématique parce qu'ils pensent que ça appartient à des experts et qu'ils n'ont pas le droit et de leur montrer qu'eux aussi ont le droit de prendre leur part du gâteau, quoi. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai la sensation souvent que, en fait, quand on est enseignant, on essaye d'en connaître toujours plus, d'en savoir toujours plus, alors que parfois, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça et qu'il faut être soi-même et puis être plus dans l'échange quoi, avec la personne. Donc, souvent, les compétences, on les a déjà. Quand tu fais ton métier depuis 5 ans, depuis 10 ans, oui. C'est plus une histoire de compétences qui va vraiment te démarquer des autres, ou de savoir. Voilà. C'est plus une histoire de quantité de savoir. Surtout qu'aujourd'hui, la quantité de savoir, c'est très relatif, sachant que tu peux avoir la réponse à n'importe quelle question en 4 secondes sur Google. Voilà. Donc c'est plus ça qui différencie les bons des moins bons. C'est plus les concepts, le propriétaire, comment tu vas expliquer les choses, les idées contrariennes que tu vas avoir, les choses que tu vas inventer, les images que tu vas utiliser, etc. je pense. Oui, et puis après, c'est bien gentil. Finalement, c'est quoi le but d'enseigner ? Est-ce que c'est de mettre un savoir, de prendre le savoir qui est dans ma tête et de le mettre dans la tête de l'autre personne ? Mais après, elle en fait quoi ? Ah oui, ça c'est une bonne... tu vois ? En fait, est-ce que c'est pas plus ? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce savoir ? Ah oui, c'est ça, parce que... Je pense, alors évidemment, ça dépend des thématiques, mais enfin, dans une thématique où tu apprends une histoire, enfin voilà, où le but c'est que les gens aient des résultats. Par exemple, pour la mathématique, le but c'est que les gens vivent de leur passion. Tu vois, donc le résultat, il est précis, il est mesurable. Dans ces thématiques-là, le savoir ne vaut rien. Parce que tout le monde sait comment faire. Enfin, franchement, moi, les gens qui me suivent, 95% savent comment faire. C'est vraiment pas compliqué, tu vois. Tu l'expliques, bon bah voilà, tu fais des contenus, tu attires de l'audience grâce à tes contenus, et derrière, tu vends des formations. Voilà. Pas compliqué. Mais pourtant, il y a une minorité de gens qui y arrivent. Et la raison, c'est parce qu'entre le savoir et l'action, il y a un gap qui est énorme. Il y a une différence qui est colossale. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le savoir, il est dans des bouquins à moins de 20 balles, ou même gratos sur Internet. Je trouve plein de trucs gratos sur Internet, et ce qui n'est pas gratos sur Internet, tu trouves dans des bouquins à 15 balles, tu vois. Il y a 1 milliard de trucs dans les bouquins. Pourtant, déjà, les gens, quand ils achètent un bouquin, souvent, ils le lisent pas, et j'en fais partie, je suis coupable de ça aussi. Et même quand tu le lis,
les pourcentages de chances pour que tu passes à l'action restent très faibles. Une formation, déjà, c'est plus efficace parce que déjà, la personne, elle paye plus cher, elle s'investit davantage. Ensuite, elle va avoir un truc vraiment visuel où tu vas lui expliquer, tu vas dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Elle va t'avoir un peu comme en face de toi. Un coaching aussi, ça peut être beaucoup plus efficace parce que d'un coup, t'es responsable, la personne te demande des comptes et tout, il faut que tu sois là. Donc, tu vois, la manière dont tu apprends, c'est tellement important parce que c'est ce qui va changer le passage à l'action ou pas des gens. Et c'est pour ça que si on veut revenir sur l'école, le primaire c'est bien parce que ça t'enseigne une sorte de culture générale qu'on a tous en commun après, et puis ça enseigne à lire, à écrire les bases. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que ce qui est important, enfin moi j'ai fait 3 années d'école de commerce, j'ai pas du tout appris à gérer ma boîte, tu vois. J'ai fait que de la compta pendant 3 ans. Et maintenant j'ai quoi? J'ai un comptable, super, tu vois, ça m'a servi à rien, j'ai pas fait une ligne de compta, j'ai pas fait un bilan ou un compte de résultat depuis que je suis entrepreneur, ça m'a servi strictement à rien. La comptabilité, c'est pas les compétences de l'entrepreneur. Les compétences de l'entrepreneur, c'est la vente, c'est le comprendre le marché, donc c'est le marketing, et c'est savoir gérer une boîte, tu vois. Mais ou à la limite faire du management et tout. Mais tu vois, c'est dommage. En fait, les compétences pratiques, il faut aller les chercher. Et souvent, la meilleure façon de les acquérir, c'est d'être dans l'action, d'appliquer tout de suite ce que tu apprends. C'est-à-dire que souvent, on a la sensation que dans beaucoup de thématiques, hein, c'est marketing, la musique, l'art, enfin plein de choses, dans les écoles, bon, il y a des gens de toute façon qui font très bien leur travail, c'est pas le problème, c'est juste que l'idée de l'école, c'est de faire passer un savoir, mais cette école-là, est-ce qu'elle est encore au courant de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Moi, j'ai la sensation qu'il y a une espèce de monde, deux mondes parallèles. Il y a la vie, et puis il y a l'école à côté, qui est une espèce de petit microcosme qui s'auto-alimente, avec des profs qui finissent par former beaucoup de profs, et puis et qui sont en dehors. Ça sert à classer les gens, à dire lui il est fait pour les études, lui il est pas fait. Enfin, surtout pour mesurer, je pense, la capacité de travail des gens, à dire voilà ceux qui sont faits pour les études supérieures ou pas. Oui, mais après tu sors de ça finalement, et là tu apprends. Alors maintenant, je fais quoi? Je fais quoi? Et là, tu te mets à apprendre sur le tas des choses que tu te dis, bah zut, j'aurais peut-être pu. Moi franchement, on est tous passés par là, mais je mets au défi n'importe qui regarde cette vidéo de me faire une fonction dérivée là maintenant et d'y arriver. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui vont y arriver parce qu'on l'a jamais fait depuis l'école en fait. Et c'est le problème aussi, c'est qu'on apprend des choses, mais qu'on met pas en application, qui nous servent à rien sur le moment. Et moi, je préfère le mode d'apprentissage qu'on pourrait appeler, je sais pas, de lean learning ou je sais pas comment ça s'appelle, mais un apprentissage qui consiste à apprendre au moment où tu en as besoin, le juste à temps, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu as besoin d'un truc, boum, tu suis une formation, boum, tu lis un bouquin pour te résoudre ce problème-là. Et ensuite, tu vas être confronté à un nouveau problème, ou à 2 ou à 3 nouveaux problèmes, boum, 3 nouveaux bouquins pour résoudre ces 3 problèmes. Et en fait, à chaque fois que tu résous des problèmes, tu as de nouveaux problèmes qui s'imposent à toi. Et donc, l'avantage d'apprendre de cette façon-là, et je pense qu'on peut apprendre n'importe quoi, tu essaies d'apprendre une langue, tu vas d'abord apprendre les bases, puis ensuite tu vas avoir une conversation avec quelqu'un. D'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre une langue, souvent, c'est partir à l'étranger parce que tu es directement confronté au problème. Et ce que tu apprends, tu vas pouvoir l'utiliser le lendemain. Et donc, au lieu d'essayer de devenir des espèces de dictionnaires sur pattes, à essayer d'ingurgiter un maximum de savoir, ce qui souvent fait toi quelqu'un de cultivé, mais fait pas toi quelqu'un forcément qui est capable de faire des choses, le mieux, en tout cas c'est ma façon d'apprendre à moi je sais pas apprendre autrement, et c'est comme ça aussi que j'enseigne aux gens, c'est d'apprendre de la manière juste à temps, c'est-à-dire dès que tu as besoin d'une compétence, tu l'apprends et comme ça tu l'appliques dans la foulée et t'intègres, parce que quand tu es dans l'action, tu apprends beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des personnes plus ou moins autonomes. On sent très bien que toi, tu es une personne extrêmement autonome et qui apprend extrêmement bien dans la liberté, quoi. Et peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Effectivement, si dans les écoles, on peut arriver à intéresser les gens, on peut arriver peut-être aux mêmes performances, je sais pas. Ça, c'est un truc, c'est à voir, le futur le dira. Il y a une erreur que je vois souvent chez les personnes qui m'entourent, les enseignants, et puis moi, j'en suis énormément aussi encore là-dedans, c'est le perfectionnisme. Et toi, tu insistes beaucoup sur le fait d'agir de manière imparfaite, parce qu'effectivement, même en tant que prof, comme on se considère au-dessus de la personne, que nous on a un savoir et puis là cette personne ne l'a pas, on ne peut pas montrer nos faiblesses, on ne peut pas montrer, bon ça va avec ce dont on a parlé de la transparence, etc., ou de partir de ses propres sentiments, mais le perfectionniste c'est encore un petit peu autre chose, c'est vraiment ne pas oser agir ou parler sur internet ou lancer son projet parce qu'on a peur de ne pas le faire suffisamment parfaitement ou, voilà, ça c'est une chose que tu répètes souvent. Ouais, bah c'est ce qui bloque le plus de gens, c'est que je pense que je vais pas vraiment, on va faire que taper sur l'école pendant ce truc, mais l'école te note de manière parfois assez sévère pour ce que tu rends,
Et échouer, c'est pas permis à l'école. En tout cas, tu seras très mal vu, quoi. Et je pense que ça nous a vraiment conditionné à vouloir soit faire très bien, soit rien faire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux limite pas rendre un devoir plutôt que le rendre à avoir 0. Enfin, c'est mieux. Enfin, et donc, ouais, je pense que c'est un truc qui bloque énormément de gens. Enfin, moi, ça m'a bloqué aussi. En fait, c'est un peu un mélange de fierté et de manque de confiance en soi. Les deux en même temps, en fait, ce qui est très bizarre. C'est que d'un côté, il y a la fierté parce qu'on pense qu'on peut faire bien. Et donc, on a honte de faire quelque chose qui n'est pas le meilleur de ce qu'on peut proposer. Ça, c'est la première chose. Et moi, j'étais très sensible à ça aussi. Et de manque de confiance en soi, c'est qu'on ne pense pas qu'on est capable de donner un truc qui est suffisamment bon. En tout cas, dans les conditions dans lesquelles on est maintenant. Et donc, en fait, les deux mélangés, ça crée une sorte de perfectionnisme, de se dire il faut pas que je le sorte si c'est pas parfait, et donc on préfère l'inaction à la médiocrité. Et le gros souci avec ça, c'est que le seul moyen d'atteindre l'excellence ou d'atteindre ce que moi j'appelle la virtuosité, c'est-à-dire quand tu arrives à faire un truc les yeux fermés, c'est-à-dire par exemple quand dans la vente tu arrives à faire un argumentaire de vente sans plan, sans rien, les choses te viennent naturellement, ou dans le piano tu arrives à faire une symphonie sans avoir tes partitions devant les yeux et sans réfléchir à où tu mets tes mains, pour atteindre cette virtuosité-là, t'es obligé de passer par des stades de médiocrité et par des stades d'entraînement. Et par des stades où il faut délivrer, même les jours où t'es mal réveillé, même les jours où t'as pas les yeux en face des trous, même les jours où ça va pas être top. Et donc moi j'essaye, ma philosophie contre ça, enfin ma méthode contre ça, c'est de bourriner. C'est-à-dire que moi je conseille aux gens de faire, par exemple les gens qui veulent se lancer dans la vidéo, je leur conseille à partir de maintenant tu fais une vidéo tous les jours. Et beaucoup de gens, la vidéo tous les jours, non je peux pas et tout, puis ils vont essayer de faire un truc parfait, puis évidemment ce sera de la merde parce que c'est leur première vidéo, ça peut pas être parfait. Et moi, j'en ai fait plein des vidéos de merde, tu vois, avant de commencer à me débrouiller à l'oral devant une caméra. Et en fait, je pense que, ouais, c'est ça, le fait de le faire tous les jours, ça fait que t'as même pas le temps, en fait, de juger le truc. C'est-à-dire que tu le fais, c'est en ligne, les mecs, ils te mettent des commentaires pourris, tu t'en fous parce que t'es déjà en train de faire celui du lendemain, en fait. Et le lendemain, ils l'auront oublié parce qu'on aura encore un suivant. T'es toujours en train de préparer le truc du lendemain, t'as pas le temps, si tu veux, de te retourner sur ton truc, de re-regarder ce que t'as fait, de te juger, de te dire, j'aurais pu dire ça, pu faire ça mieux. Il faut réussir à prendre du recul, à dire c'est pas important, je suis pas quelqu'un d'important, ce que je fais c'est pas important. Je veux dire, tu sais, t'es créateur de contenu, surtout si tu débutes, t'as 100 personnes qui te suivent, 10 personnes qui te suivent au tout début, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait que tu te foires? C'est-à-dire sur les formations, les gens ils ont un blocage avec, je leur dis, lancez des formations, c'est le secret, tu lances beaucoup de petits produits, c'est vraiment le secret pour gagner relativement facilement et relativement vite ta vie sur internet, tu vois. Et les gens ils sont bloqués, ils ont l'impression que leur formation ça doit être un produit Apple, tu vois. Mais le premier iPhone il était pourri, le premier iPhone, il n'y avait pas d'App Store, il n'y avait pas de 3G, l'appareil photo il était calamiteux, tu vois. Enfin c'était de la merde. Mais c'est parce qu'ils l'ont lancé qu'ils ont pu faire le deuxième, puis le troisième, puis le dernier qui est tout parfait, tu vois. C'est parce qu'ils ont commencé par faire un truc mais nul. Et c'est pareil avec ta formation, c'est-à-dire qu'on s'en fout. Enfin même si ta formation elle est nulle, c'est pas très grave. Je veux dire, au pire du pire, t'as un client, il est furieux, tu le rembourses. Bon, c'est bon, il va pas te poursuivre en justice si tu l'as remboursé de toute façon. Moi, ça m'est arrivé de rembourser des clients, c'est pas grave, tu vois. T'as 10 personnes qui vont la suivre et ceux qui sont pas contents, ils seront remboursés. Sors là ta formation de merde. Et puis la prochaine fois, elle sera un peu moins merdique. Et puis la prochaine fois, puis un jour, ça va commencer à être bien. Et puis, c'est pas très grave, quoi. Il faut arrêter de voir son travail. On n'est pas Mozart, on n'est pas connu, on n'est pas des gens qui sont scrutés par toute la presse du monde entier. Ouais, c'est ça. On peut se permettre d'être médiocre. Mais on a un rapport à la médiocrité, enfin on a un rapport en tout cas à l'échec. C'est plus l'échec que la médiocrité parce que le but c'est pas de rester dans la médiocrité, c'est de devenir bon. Mais on a un rapport à l'échec ou à l'entraînement ou à la non-perfection qui est vraiment... c'est un syndrome, c'est un truc, c'est maladif en fait. Et ça nous bouffe la vie. Et ça, je pense que ouais, c'est un truc de conditionnement, de genre, c'est pas bien. Moi, je regarde mes bulletins, je me dis putain, c'était sévère quand même. J'avais des trucs. Oui, mais Antoine ne travaille pas, tu vois. Genre, il pourrait dire, on travaille pas assez, tu vois, ou pas beaucoup. Je travaillais quand même un peu, tu vois. Mais vraiment, le pas, c'est une sorte de, c'est foutu, tu sais, t'es pas dans la bonne catégorie. Laisse tomber, on veut plus de toi, quoi. Et les gens, je pense qu'il y a un rapport à l'abandon aussi. Tu sais, les gens ont peur d'être abandonnés. Et donc, si c'est pas parfait, ils vont se faire rejeter par leur audience, ils vont se faire abandonner, c'est fini. Mais en fait, une vie, c'est tellement long, t'as tellement le temps de refaire surface, de réussir, de avoir les bonnes grâces des gens. Moi, j'ai fait des vidéos qui vraiment m'ont attiré, mais de la haine, mais vraiment des gens qui m'ont détesté. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est foutu. Allez, je retourne chez ma mère, laisse tomber, j'abandonne tout, j'arrête tout, je me réinscris à l'école, c'est fini, tu vois. Et j'étais désemparé. Je me suis dit, bon, quand même, le lendemain, je fais une autre vidéo, tu vois, parce que je faisais mes vidéos tous les jours à l'époque. Le lendemain, je fais une autre vidéo et tous les haters, ils ont disparu. Les mecs me redisent, ah ouais, c'est bien, ouais, je suis d'accord avec toi, machin. Puis le lendemain, et je me dis, mais ils sont passés où, en fait? Moi, je pensais qu'ils me détestaient. Mais en fait, non,
parce qu'ils s'en foutent les gens. Genre toi tu mets beaucoup de cœur et d'intensité émotionnelle dans ce que tu fais, mais les gens qui le suivent c'est juste un contenu parmi les 200 qui vont suivre pendant la journée. Ils s'en foutent que tu as dit un truc qui leur a pas plu. Ils vont te faire un commentaire de merde, donc laisser un pouce rouge, mais le lendemain ils auront déjà oublié. Donc il faut se remettre à la place de là qu'on est quand on est débutant, et surtout quand on est débutant, et même quand on devient bon. C'est pas grave de faire un truc qui est pas parfait. Oui. Mais c'est dur, hein. C'est pour ça que moi je conseille, il faut bourriner, tu bourrines, t'envoies plein de contenu, t'envoies le plat de pâtes contre le mur, il y en a quelques-unes qui vont tenir, et puis ça fera au moins ça. Il vaut mieux ça que rien, tu vois. Vaut mieux 3 contenus sur 100 qui sont bien que 0 contenu parce que t'as peur de faire un truc pas bon, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et oui, donc il faut foncer et c'est sûr qu'avec le web maintenant on a quand même plein de possibilités de même plus tard à la rigueur si on en a quelques-unes qu'on peut vraiment pas blairer dans les vidéos, on peut les retirer quoi, c'est pas non plus très grave quoi. Bon ben voilà, très bien, merci pour tout ça. Et je sais pas, tu as des projets pour le futur ou des choses que tu peux partager? Professionnellement, moi je continue à faire ce que j'aime, donc je continue à faire du contenu, je continuerai probablement pendant de nombreuses années. J'ai lancé un groupe Facebook, mais c'est que pour les abonnés. Alors pour les gens qui veulent s'abonner à mes emails privés, ils recevront un mail par jour et ils pourront rejoindre un groupe Facebook réservé aux abonnés où il se passe pas mal de choses, tout le monde partage un peu là où il en est. Et sinon, niveau voyage, j'aimerais bien m'installer aux États-Unis, mais pas tout le temps. Comment dire ça? En fait, j'ai voulu prendre un visa, enfin comme je t'avais expliqué un peu plus tôt, j'ai voulu prendre un visa et c'est très compliqué pour les entrepreneurs. Il faut payer, surtout il faut avoir un business en dur, il faut avoir des employés, il faut avoir pas mal de choses. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un visa touriste et on va rester 6 mois à New York, aux États-Unis. Super, waouh, voilà. Super, ça c'est un beau projet. Bon, bah on finit maintenant. Voilà. C'est très bien. Merci Marie. C'était la fin. Ciao. Merci.